Bonjour. Alors on va commencer. Je pense qu'il y a la majorité des étudiants sont connectés. On va commencer. Très bien. Alors on va commencer la première question. OK. Donc très bien. Alors très bien. Effectivement, un de ces phénomènes ne survient pas au cours de la première semaine de développement embryonnaire. Effectivement, l'anidation, qui est le phénomène qui ne survient pas au cours de la première semaine, qui survient au cours de la deuxième semaine, la migration tubaire, la fécondation, la segmentation, l'éclosion de l'œuf, tous ces phénomènes-là surviennent au cours de la première semaine de développement embryonnaire. Très bien. Alors je vois, donc c'est Shayma après Besma. Vous allez voir ça. Alors la deuxième question, au cours de la segmentation, l'œuf garde la même taille, la disparition de la zone pellucide, l'œuf s'implante dans l'utérus, l'œuf reste immobile. Donc toujours une seule proposition qui est juste. Ah, bravo, hein? Bravo. Donc, effectivement, l'œuf, il garde la même taille au cours de la segmentation. Cela dû par la persistance de la zone pellucide. Donc, il n'y aura pas d'implantation de l'œuf au cours de la segmentation dans l'utérus. Et l'œuf, il reste pas immobile. Au contraire, il va être mobilisé par les cils et par la contraction de la trompe. Très bien. Donc, on va passer à la troisième question. Donc, un de ces facteurs ne favorise pas la migration tubaire, les battements de cils de l'épithélium tubaire, la contraction de la musculeuse tubaire, la persistance de la zone pellucide, la sécrétion de mucus tubaire. Très bien, très bien. Donc, la majorité, ils ont répondu la persistance de la zone pellucide. Très bien.
Hassan, tu bloques l'image. L'écran قبلتي. Donc très bien, on va passer. Donc la morula comporte deux blastomères, 8 blastomères, 16 blastomères, 32 blastomères, 64 blastomères. Très bien. Morula, si 16 blastomères et 32, c'est le blastocyste. Alors, l'éclosion de l'œuf est favorisée par l'activité enzymatique du trophoblaste, l'hormone de croissance, la contraction de l'utérus, la dilatation du col utérin, la contraction tubaire. Très bien. Donc, l'éclosion de l'œuf, elle est favorisée par l'activité enzymatique qui va être élaborée par le trophoblaste, qui va lyser un petit peu la zone pellucide et aussi par la pression exercée par le blastocèle qui va exercer une pression mécanique. Très bien. Alors, le blastocyste comporte 16 blastomères, correspond au bouton embryonnaire seul, est formé des amas de cellules compactes, comporte 32 blastomères, comporte 8 blastomères. Très bien, bravo. Effectivement, le blastocyste comporte 32 blastomères. Elle est formée du bouton embryonnaire et du trophoblaste et comporte 32 blastomères. On passe. Donc, je ne sais pas le Ken, c'est qui, mais on va voir. On passe. Alors, l'anidation se définit est le début de l'implantation de l'embryon et l'implantation totale et active de l'œuf se déroule dans le col utérin, se déroule au cours de la première semaine de développement embryonnaire et l'implantation totale et inactive. Très bien. Donc, la majorité, ils ont répondu, est une implantation totale et active de l'œuf. Très bien, bravo. Donc, ce n'est pas le début d'implantation. Donc, l'anidation, ça se définit par une implantation qui est totale et active. Il y a Hajar, Soukaina, Inès. Très bien. On passe. Alors, le trophoblaste se différencier en cyto- et syncytiotrophoblaste donnera l'embryon, va disparaître au cours du développement et l'équivalent de la masse cellulaire interne. Très bien. Donc, c'est le trophoblaste, vers la fin de la première semaine, début de la deuxième semaine, va se différencier en cytotrophoblaste et en syncytiotrophoblaste.
Besma, Anas, Shaima, Inès, Hajar. OK. On passe. Donc, le disque embryonnaire didermique est formé de épiblaste et ectoblaste, épiblaste et trophoblaste, ectoblaste et endoblaste, ectoblaste et mésoblaste, hypoblaste et mésoblaste. Donc, effectivement, c'est l'ectoblaste et l'endoblaste. Donc, épiblaste égale aussi, on parle épiblaste ou ectoblaste, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre épi égale ecto. Donc, et ecpi, c'est ecto. Endo, c'est hypo. Donc, c'est la même chose. Endo égale hypo et épi égale ecto. Très bien. Toujours le même classement. Donc, un de ces constituants ne fait pas partie de mésenchyme extra-embryonnaire. Lame choriale, pédicule de fixation, somatopleure extra-embryonnaire, cavité amniotique, splanchnopleur extra-embryonnaire. Bravo, très bien. Donc, le mésenchyme extra-embryonnaire va se différencier en lame choriale qui existe entre le cellome externe et le cytotrophoblast, pédicule de fixation entre le cytotrophoblast et l'amnioblaste, et somatopleure et splanchnopleur, somatopleure extra-embryonnaire entre l'amnioblaste et le cellome externe, et le splanchnopleur extra-embryonnaire, c'est entre l'endoblaste et le cellome externe. Très bien. Très bien, bravo. Alors, cette image correspond au. Alors, voir l'image, s'il vous plaît. Morula, blastocyte, zygote, blastomère. Bravo. Effectivement, c'est un blastocyste, cavité centrale ou le blastocèle, masse cellulaire interne et le trophoblaste qui s'est entouré par la zone pullucide. Très bien. Alors, le classement ne va pas changer, je pense. Toujours les deux premiers. On passe. Alors, le numéro 3 du schéma correspond au cytotrophoblast, syncytiotrophoblast, lamnioblaste, blastocèle, bouton embryonnaire. Le numéro 3. Très bien, bravo. Effectivement, c'est le syncytiotrophoblast. Donc, le trophoblast va se différencier en cyto- et syncytiotrophoblast. C'est le syncytiotrophoblast qui permet bien sûr l'érosion de l'endomètre pour que l'œuf puisse pénétrer à l'intérieur de la muqueuse utérine. Alors, cette image correspond segmentation, début de l'anidation, fin de l'implantation
d'éclosion de l'œuf. Très bien. Cette image correspond au début de la nidation. Très bien. Très bien. Donc, vous voyez, le classement change d'une façon rapide. Alors, la troisième semaine de développement embryonnaire se caractérise par la nidation, la gastrulation, la nourrilation, la segmentation ou la compaction. Une seule proposition toujours qui est juste. Très bien. Donc, la troisième semaine de développement, c'est la gastrulation. C'est quoi la gastrulation? C'est la mise en place d'un troisième feuillet embryonnaire qui est le mésoblaste embryonnaire entre l'endoblaste et l'ectoblaste. Très bien. Donc, il y a une compétition entre les différents. Très bien. Donc, c'est quoi la gastrulation? Donc, la mise en place du mésoblaste extra-embryonnaire se déroule pendant la 4e semaine de développement embryonnaire, aboutit à la formation du disque embryonnaire tridermique, aboutit à la formation du disque embryonnaire didermique. Très bien, donc ce n'est pas le mésoblaste extra-embryonnaire, c'est le mésoblaste embryonnaire. Extra-embryonnaire, c'est l'équivalent de mésenchyme extra-embryonnaire qu'on a vu au cours de la 2e semaine, qui est formé de la lame choriale de somatopleur, splonchnopleur extra-embryonnaire et de pédicule de fixation. Ici, la gastrulation, c'est la mise en place de mésoblaste embryonnaire, pas extra-embryonnaire. Donc, il fait partie des composants de l'embryon. On parlera d'un disque embryonnaire tridermique. Très bien. Alors, le mésoblaste embryonnaire. Donc, le mésoblaste embryonnaire, c'est lui qu'on forme au cours de la 3e semaine. Il comporte 2 parties. Se forme entre l'endoblaste et l'ectoblaste. Se forme pendant la 2e semaine de développement embryonnaire. Très bien. Il se forme entre l'endoblaste et l'ectoblaste. Donc, c'est pour cela qu'on parlera d'un disque embryonnaire tridermique. Alors, très bien, on voit que changement de classement, mais toujours Zeuxis qui est le propre. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis son nom. La ligne primitive, faites attention s'il vous plaît, apparaît vers le 22e jour du développement embryonnaire, creusé par un sillon central, formé par la migration des cellules endoblastiques, disparaît pendant la 3e semaine. Très bien. Donc, il apparaît avant le 22e jour, donc il apparaît vers la fin de la 2e semaine. Donc, c'est une ligne qui apparaît, qui va être creusée par un sillon central et formée par la migration de cellules ectoblastiques, pas endoblastiques, et va disparaître au cours de la 4e semaine. Donc, très bien. Parmi les modifications observées au niveau du corps maternel pendant la 3e semaine, l'aménorrhée, la non-sécrétion de l'hormone TACG,
les vomissements, la douleur abdominale. Très bien. Donc, le signe principal de la 3e semaine, c'est l'aménorrhée. Ça veut dire l'absence de règles ou l'absence de menstruation, qui est très, très important. Donc, effectivement, il y aura une sécrétion de l'hormone de la CG. C'est le corps jaune périodique qui va se transformer en corps jaune périodique, va transformer en corps jaune gravitique grâce à cette sécrétion de l'hormone ACG qui est élaborée par le syncytiotrophoblaste. Donc, c'est cette hormone-là qu'on dose, c'est l'hormone de la grossesse. C'est cette hormone-là qu'on va doser pour détecter s'il y a une grossesse ou pas. Mais le premier signe important clinique qui apparaît, qui pousse la femme à faire un test de grossesse, c'est l'aménorrhée. L'absence des règles qui pousse la femme à faire le test de grossesse. Au cours de ce test de grossesse, qu'est-ce qu'on va chercher? L'hormone de ACG. Bien sûr, les vomissements et douleurs abdominales, ça, il n'y a pas de douleur. Et le vomissement apparaît plus ou moins tardif, donc ce n'est pas au même moment et ce n'est pas toutes les femmes vont avoir des vomissements. Très bien. Donc ici, c'est des questions à choix multiples, pour un petit peu varier. Parmi les anomalies de la nidation, on note de la nidation, s'il vous plaît. Alors, les anomalies de la nidation. Donc, effectivement, les anomalies de la nidation, c'est tout ce qui est grossesse ou la nidation ectopique extra-utérine, donc la grossesse tubaire et la grossesse ovarienne. Aussi, on peut avoir un défaut d'implantation. Les aberrations chromosomiques et la mort de l'œuf fécondé, il survient au cours de la première semaine de développement. Ce sont des anomalies liées. Aberrations chromosomiques, ce sont des anomalies de la fécondation. Donc, c'est les conséquences d'une anomalie de la fécondation et la mort de l'œuf fécondé, ce qui peut mourir juste après. Et il y aura soit absence d'implantation, car l'utérus, la muqueuse utérine n'est pas prête à accueillir cet œuf-là, ou on utilise des dispositifs intra-utérins comme le produit de conception ou contraception ou autre chose. On va voir les bonnes réponses. C'est la grossesse tubaire, défaut d'implantation et grossesse ovarienne ou tubaire. Toujours question à choix multiples. Parmi les anomalies de la première semaine de développement embryonnaire, on note les trisomies, les monosomies, les translocations, les délétions, les aberrations chromosomiques. Ici, c'est clair, donc, c'est toutes les propositions sont justes. C'est les trisomies, monosomies. Donc, ce sont des anomalies de nombre. Et la translocation et délétion, ce sont des anomalies de structure. Maintenant, on passe à choix unique. Alors, parmi ces événements, un ne survient pas pendant la 4e semaine de développement embryonnaire. La plicature de l'embryon, la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, la gastrulation, la norulation, la métamérisation de mésoblastes embryonnaires. Très bien, bravo. Donc, tous ces événements-là, la plicature de l'embryon, la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, la norulation et la métamérisation ou la segmentation de mésoblastes embryonnaires,
Tous ces événements se déroulent pendant la 4e semaine, sauf la gastrulation qui se déroule pendant la 3e semaine de développement embryonnaire. Donc, toujours le même classement. Alors, l'étranglement de l'ocytocèle secondaire, donc il va s'étrangler, est dû à la nourrition, à l'enroulement de l'embryon selon les différents axes, à la diminution de la taille de la cavité amniotique et à la métamérisation du mésoblaste. Alors, bravo, effectivement, c'est l'étranglement de l'ocytocèle secondaire, elle est due d'abord. L'embryon va s'enrouler selon l'axe crânio-caudal et l'axe dorsoventral. Le résultat de cet étranglement, bien sûr, c'est l'étranglement de l'ocytocèle secondaire. Et cet étranglement va délimiter l'embryon par rapport à ses annexes. On aura une partie qui est incluse dans l'embryon de l'endoblaste, qui est le tube digestif primitif, une partie qui est extériorisée, qui est la vésicule vitelline ou la vésicule ombilicale, qui vont être communiquées par le canal vitellin ou le canal ombilical. Très bien. Alors, le mésoblaste intermédiaire donnera l'estomac, les reins, le foie, les membres, la vessie. Une seule proposition juste. Très bien. Donc, le mésoblaste embryonnaire va se différencier en mésoblaste paraaxial, intermédiaire et latéral. Et le mésoblaste intermédiaire va donner les reins jusqu'à rein pronéphrose, mésonéphrose, métanéphrose, jusqu'à rein définitif. Très bien, presque c'est le même classement toujours. Alors, l'ectoblaste donnera les poumons, le cerveau, le pancréas, le cœur, les gonades. Très bien. Donc, l'ectoblaste, il va donner tout ce qui est système nerveux central et périphérique. Et il va donner aussi la peau et les annexes cutanées. Très bien. Donc, les poumons, ils dérivent de l'endoblaste, aussi que le pancréas. Le cœur, c'est le mésoblaste. Et les gonades, c'est un petit peu entre le mésoblaste et le cœlome. Le mésoblaste paraaxial. Donc, on a dit qu'à troisième partie paraaxiale, qui va donner quoi? Les membres, vertèbres, gonades, foie et la vessie, ou la vessie. Très bien. Il va donner les vertèbres, les membres, non. Donc, le mésoblaste paraaxial, il va donner les somites. C'est quoi les somites? C'est les vertèbres, disques intervertébraux, les muscles paravertébraux et le tissu conjonctif qui les entoure. Les membres, ils dérivent du mésoblaste latéral, donc, et surtout du somatopleure intra-embryonnaire. Très bien, alors on passe. Alors, l'endoblaste, l'appareil digestif, les vertèbres, les membres, le cerveau, la peau.
Donc l'endoblaste. Très bien. C'est l'appareil digestif, aussi respiratoire. L'appareil, lorsqu'on dit l'appareil digestif, ça veut dire c'est le tube digestif et tout ce qui est annexe au tube digestif. Très bien. Alors, cette image correspond à quel stade de la neurulation? Stade plaque neurale, tube neural, gouttière neurale. Alors, quel stade de la neurulation à ce moment-là? Très bien, c'est le stade de tube neural. Vous voyez qu'il y a un tube creux et où il y a, c'est stade de tube neural. Très bien. Alors on passe. Maintenant, c'est quel stade de la neurulation? Plaque, tube, gouttière. Très bien, c'est la gouttière neurale. Vous voyez comme une gouttière qui est creuse. Très bien. Donc, la grossesse dizygotique donnera des vrais jumeaux est la plus fréquente des grossesses gémellaires. Les embryons ont la même placenta. Très bien. Donc, dizygotique, c'est la plus fréquente. Il donnera des faux jumeaux. L'embryon n'a pas le même placenta. Il est issu de deux ovocytes fécondés, une par un spermatozoïde, l'autre par un spermatozoïde, et ils ont un patrimoine génétique qui est différent. Très bien. Alors maintenant, c'est Shaima qui a pris la relève. Très bien. Alors, cette image correspond à une grossesse monozygote, monocoriale, grossesse monocoriale biamniotique, une grossesse monocoriale monoamniotique, une grossesse bicoriale biamniotique. Très bien, c'est une grossesse qui est bicoriale biamniotique. On voit bien que chacun elle est à l'intérieur de son sac amniotique, donc elle est bicoriale, biamniotique, pas monocoriale, donc chacun avec sa sphère coriale. Donc Shaima a raté, donc il reprend la relève, je pense, et Hajar, il devient deuxième. Alors toujours, cette image correspond à une grossesse monocoriale biamniotique, une grossesse monocoriale monoamniotique, une grossesse bicoriale biamniotique et une grossesse monozygote bicoriale biamniotique. Donc selon l'image, très bien, c'est une grossesse qui est monocoriale et en même temps monoamniotique. On voit que les deux embryons sont au sein du même cavité amniotique et même sphère coriale. Très bien. Là, le classement change d'une façon incroyable. Donc, il ne me reste pas beaucoup. Donc, concentrez-vous.
Alors, cette image, elle correspond aux séparations au stade. Comme ça, c'est une grossesse monozygote, une grossesse monocoriale biamniotique, une grossesse monocoriale monoamniotique, une grossesse dizygote bicoriale biamniotique, une grossesse donc, lorsqu'on a une séparation au début, donc c'est une grossesse monozygote, donc on a dit que la séparation est subie au début, donc au stade de 2 blastomères, donc les deux, ils vont s'implanter séparément, chacun il y aura sa propre sphère choriale, il aura son propre cavité amniotique. Donc c'est une grossesse effectivement qui est monozygote parce qu'elle est issue d'un seul œuf fécondé, mais il va au cours de la séparation, il se fait au début de la segmentation. Lorsque la séparation se fait au début de la segmentation, donc on aura 2 morula, 2 blastocystes, donc déjà on aura 2 trophoblastes, qui va se différencier en 2 syncytiaux, 2 cytotrophoblastes, donc on aura 2 cavités amniotiques et 2 sphères choriales. Donc c'est Sarah qui se répondait juste, mais le classement ne va pas changer. Alors voilà, cette image correspond. Une grossesse monozygote, monocoriale biamniotique, une grossesse monocoriale monoamniotique, une grossesse dizygotique bicoriale biamniotique. Très bien, donc c'est une grossesse monocoriale monoamniotique qui peut être aussi monozygote, mais la plus juste, elle est monocoriale monoamniotique. Donc je pense qu'on a fini. Donc on va voir maintenant le classement définitif. Donc maintenant on va voir qui a gagné. Donc c'est Ken, je ne sais pas c'est qui a eu 23, très bien. Donc on a terminé cette révision. Donc j'espère que tout se passe bien chez vous, donc avec le confinement. Alors je vous souhaite une bonne continuation et bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.